So for the last panel of the day, we're going to talk about something that many, many mayors around the world have to contend with. And that is the presence of, or lack of, a metropolitan governance structure. When we think about, and we're very interested at 100 Resilient Cities in this issue, because when we think about the things that it takes to build a resilient city, a more diverse economy, better mobility, community cohesion where neighbors check on neighbors, a good environment, good infrastructure, all the things that make a resilient city, almost always those are things that don't just happen in the city or the municipality itself, but rather depend more broadly on the metropolitan region. That these issues don't stop and start at the municipality. And so what we propose to talk to today is a little bit about how mayors can work with the surrounding metropolitan structures. Sometimes those things will be formal, sometimes they will be informal, but nevertheless, in every city, this is one of the critical issues that face cities. So we have four great panelists. From my left, Daniel Giraud. He's the vice president of the new Paris Métropole, but also the mayor of Les Lilas, a small city in the Paris metropolitan region. To his left, Rudiger Arend. He's the head of urban program within the Public Governance and Territorial Development Directorate at OECD and has done a lot of investigation of this more generally. Sebastian Mayer is the Chief Resilience Officer in Paris. And Mayor Georgios Kominis is from Athens. Each will provide their own perspective on this. I want to start broad and ask Rudiger to give us a little perspective of what we see globally. Where are the best practices? Where are the biggest challenges? How is this playing out around the world? So with that, Rudiger. Okay. Hello? Hello? Okay. Thank you very much. I'm very pleased to be here. I would just really point to the difference that we're having these days, because, the administrative structures of cities are very much still like, what the cities look like, 100 years ago, for example. And most cities have been grown very strongly since. So what we have today in metropolitan areas is typically dozens and if not hundreds of municipalities. For example, in the OECD, roughly 1/4 of metropolitan areas have more than 100 municipalities, and some of them have more than 1,000. And now whenever you need to make investments where you need to coordinate across municipalities, that obviously is a huge problem. And that is particularly true, we find, in the areas of transport and of land use planning. And we've seen, when we're doing case studies going to cities, a lot of places, a lot of important infrastructure has not been built, and it's in part financing, but it very much, most of the time, is really that, people find it difficult to agree on exactly how you do these infrastructure projects, and especially when you have voters which may have opposing interests, then in a way it's very difficult for mayors also to go against their voters, basically, but then may very often very much go against the interests of the metropolitan area, because if the airport doesn't get built, or if the metro lines don't get built, then that has huge potential economic and social costs. And so we've tried to go beyond the case studies and do some really very serious number crunching. And so we've been showing that basically when you're having a problem of fragmentation, that it basically, if for a given population size in the metropolitan area, you have twice as many municipalities, that costs you 6% of your productivity. That means basically each year, each person is losing basically 6% of the GDP per capita or 6% of the income. And that obviously is a huge economic cost, but that also is a huge social and resilient cost, because that it's a lot of money that could be made, and part of that money could go into the coffers of the city, and there's a lot of good things you could be doing with that money. So that is really a very huge loss, and that really makes it shows you how important it is to basically have good governance structures in metropolitan areas. The next point that I've been able to show is that there's also a very direct social cost, inclusion cost from fragmentation. So we've been showing that metropolitan areas, which are more fragmented from a municipal point of view,
they have a higher degree of segmentation. Segmentation, basically all the rich people living in one place, all the poor people living in the other place. And that typically then has the effect that those people living in the poor parts have much worse infrastructure, much worse schools, much worse transport, I mean, much worse everything basically. And then this is really a lack of social mobility, or kind of like, I mean, as you're saying in the US, then the American dream doesn't work anymore. And so it's not just a problem of, I mean, inequality now, it's basically also a problem of inequality generations forward. And this really is a very serious problem, and we have been seeing some effects of that recently, and I mean, obviously, municipal governance cannot solve everything, but I mean, it's a part of the solution to this problem, basically. So other areas where we have been very, very direct negative effects from a lack of metropolitan governance structures is in the area of urban planning. So we're seeing more sprawl in metropolitan areas where you don't have well-functioning metropolitan governance structures. The implications then are also, that means a lot of higher costs for municipalities, because you need to build a lot more, I mean, network infrastructure out there. Typically also means a lot more commuting, means a lot more congestion, means also that often you don't have the right densities that allow you to have public transport systems that function well. So I mean, you have also then direct effects on basically environmental effects, on resilience, and also of social effects, because I mean, if you don't have public transport, then obviously it's very bad for those who can't afford to have a car and who are living in those areas. So what is the way forward? I mean, the way forward is certainly not to be merging all the municipalities all of the time, because I mean, we've met a lot of mayors. I think a lot of them are really doing a very great job, and there's a lot of things that I mean the mayors obviously need to continue to do. But there's some functions in metropolitan areas where you kind of like, I mean, it's not just the voters of one municipality, but basically the voters of the whole metropolitan area who need to decide that. And that means basically that these functions need to somehow be lifted to the metropolitan level, and it needs to be made sure that those functions, that those important decisions are taken with a metropolitan view, and not just with the view of kind of like, you know, small share of voters of some part of the metropolis. And that's really what is important, and which is also happening to some degree, because I mean, I think it's increasingly being realized in countries that this is a real problem. There's a lot of metropolitan governance reforms going forward at the moment. I mean, France, Italy, UK, Turkey. I mean, a lot of countries are moving in that direction. It's also sometimes an initiative coming from the cities and the municipalities themselves, and also sometimes from the intermediate level. So that's very important. But we need to see more of that going forward. And I think with that, I'll finish my contribution. Thank you very much. Yeah, thank you, Rudiger. And I just returned from Australia, where both Sydney and Melbourne are more than 30 municipalities that make up those metropolitan regions, and yet there is no real metropolitan structure or governance. All of that function is held at the state level, so almost too removed, too macro. So it is really a balance of, it can't be too micro, because as you said, 6% overhead for too many metropolitan structures, and yet can't be too macro either. Mayor Comines, let me turn to you before we get to Paris and talk a little bit about that. How does it work in Athens, and how do you engage with it practically as a mayor? Because mayors are practical people, we know. You need to get things done. How do you make it work in that structure? To tell you the truth, Michael, I can't make it work. That is the reality. No. In order to be serious, okay. So, no, we live, my state, the country where I live, where I'm mayor of Athens, it's a very centralized state, Greece. Very tremendously centralized, and at the same time fragmented. In the region of Attica, we have 66 municipalities. And Athens is only one among them. So you can understand that when you try to prepare a strategic plan for your city, and I have undertaken this task. For 2 years we worked on that, we prepared it. It had to be approved by 17 ministries. So in order to intervene in the center of my city, I have to form a committee with 17 ministries and tell me how is this going to work. It's impossible. So there is an administrative reform that is absolutely necessary for Greece,
because we know it, we realize every day that you cannot have integrated approaches, and that is, whenever you intervene, now we know it. It must be an integrated approach. Problems are interlinked, realities and, everything. So I can tell you that we have great difficulties in this aspect, and they are aggravated also by the political situation, because if you have continuous changing of governments and ministers, there you can imagine the complexity of the issue and the interlocutors that you must have. So it is the most important administrative reform pending now in Greece. I had a talk with Mr. Alter from the OECD, and now it's time that OECD intervenes in Greece and tries to offer us, the expertise on that. Thank you. Can I just follow up, Mayor Kaminas? Have you been successful in mobilizing fellow mayors around the country to also support this? Is this somewhere where a coalition of mayors can help impact policy and reforms in that way? Yes, in some aspects. When problems are really pressing and you don't need legislative amendments. For example, in the refugee issue, we had to share the responsibility of how we were going to offer houses to those people. So even that was difficult for political reasons, because many mayors, they have this not in my backyard approach. So there were a few mayors, we offered them incentives, we brought together, Mercy Corps and international organizations. So we managed to have a common plan, sharing the responsibility in the wider region. But it was not, the big success. But for the first time, we tried to do things together. Thank you. Daniel Giraud. Paris has actually taken steps for, France actually has taken steps for an administrative reform, the kind of which Mayor Kaminas in Athens is hoping for. Has legislated the creation of metropolitan regions and governance structures. That effort here in Paris is just beginning to take shape. I can really appreciate, I'll just tell one story and then I'll turn it over to you. Last year at the COP21, I stayed at my hotel on the Marais, and I rode, because I'm a good urbanist, I rode a bicycle from here to the Bourget, where the COP21 was being held. In Paris, of course, it was very nice. It was very blissful. I rode on the lovely bike paths. As soon as I got to Boulevard Périphérique, it was a different kind of city. It's a very different kind of place. So I imagine that bringing all of these municipalities together so different must be a very challenging thing. Can you give us a little sense of where this process is, how you see it unfolding, and what the challenges might be? C'est un processus, mesdames, messieurs, qui n'est pas un processus totalement abouti, mais c'est une marche vers la création d'une grande métropole. Elle est très jeune, elle a 1 an d'existence, elle aura 1 an d'existence au 1er janvier prochain, mais elle procède de plusieurs décennies de volonté des élus de base, dans un moment un peu ascendant, bottom-up, pour créer le Grand Paris autour de Paris. Paris, 2 millions d'habitants. Métropole du Grand Paris, 7 millions d'habitants. Avant-hier, j'étais invité à un colloque par un grand journal d'opinion français qui s'appelle L'Humanité. Une des questions posées était « Est-ce que Paris est moteur du Grand Paris ?» Je pense qu'incontestablement, et je suis à l'aise pour en parler, Anne n'est pas ici présente, incontestablement, Paris est moteur du Grand Paris, notamment à travers les thématiques qui sont avancées dans le débat des élus par la ville de Paris. On prend par exemple la question de la pollution de l'air, ou bien la question de l'économie circulaire, ou bien la question de la ville résiliente, puisque c'est un des sujets qu'on va aborder ici. Dire que cette métropole jeune, qui est en construction, est une métropole qui est dotée de 4 grandes compétences. 2 ont été déclenchées au 1er janvier 2016, la question
environnementale, la stratégie environnementale, donc je suis vice-président chargé de la stratégie environnementale, la question du développement économique métropolitain et 2 autres grandes compétences seront déclenchées au 1er janvier prochain. L'une, l'habitat, le logement, l'hébergement, et l'autre, l'aménagement du territoire métropolitain. Donc on démarre, nous sommes une construction jeune, perfectible, qui se construit au fil des jours. Nous avons, avec le président Patrick Ollier, qui était présent ce matin, signé avec l'État, au mois de juillet dernier, un pacte État-métropole, car le titre de métropole, ce n'est pas uniquement Paris, le Grand Paris, c'est également 15 grandes métropoles d'équilibre régional, 2 grandes métropoles européennes qui sont Lyon et Marseille, et une métropole dont nous considérons tous qu'elle a rang mondial, qui est la métropole du Grand Paris. Et le fil conducteur que nous avons choisi dans le cadre de ce pacte, d'un commun accord avec l'État, c'est le thème de la résilience. Pourquoi la résilience? Parce que ça nous paraît un concept tout à fait opérationnel. Ce matin, Anne Hidalgo évoquait le drame atroce que nous avons connu il y a 1 an avec les attentats terroristes qui ont fait dizaines de morts. Moi, je suis maire d'une commune de 24 000 habitants. 3 habitants de la commune sont morts dans les attentats et c'est un traumatisme terrible. Et je trouve que la résilience de la population parisienne et grande parisienne est quelque chose d'extrêmement important. Mais ce n'est pas uniquement par rapport au terrorisme. Je vais prendre quelques exemples. La ville de Paris, au confluent de la Seine et de la Marne, a une probabilité statistique centennale, c'est-à-dire tous les 100 ans, on a une très grande inondation, donc la prochaine ne devrait pas trop tarder, malheureusement, et compte tenu de l'état des réseaux, et notamment avec tous les réseaux de communication, c'est une vraie catastrophe qui se prépare. On a fait une simulation en début d'année qu'on a appelée Sequana, on a tous pu mesurer l'impact. Donc voilà, ce qu'on appelle la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, est un concept très fort. Mais je dois dire que la question de résilience appelle à une interrogation sur la notion. S'agit-il simplement de préparer les conditions de retour à l'équilibre après une certaine forme de perturbation? Ou bien s'agit-il d'agir sur la possible perturbation pour la prévenir, l'anticiper et parfois pouvoir l'éviter? Je crois qu'on doit jouer sur les 2 considérations en simultané. Je dois dire que donc la prévention des inondations, mais également en termes sociaux, je pense qu'il y a une résilience sociale qui est tout à fait prégnante. Nous sommes la région la plus riche d'Europe en produit intérieur brut par habitant. Pour autant, nous sommes probablement la région où les disparités sociales et territoriales sont les plus fortes. Donc il y a un devoir de correction d'inégalités spatiales, la fracture sociale correspond à la carte de la fracture territoriale, et donc notamment à travers le plan de mobilisation pour l'habitat et l'hébergement que nous allons engager à partir du 1er janvier, nous avons une œuvre de résilience très importante à préparer. Et puis, bien évidemment, ça a été au cœur des discussions tout au long de cette journée tout à fait passionnante, la question environnementale. La question environnementale, donc nous sommes au sortir de la COP22 à Marrakech et nous avons sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, bien évidemment, à prendre toute notre part pour participer à l'effort commun pour éviter le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré ou de 2 degrés, 1,5 degré, mais également, d'ores et déjà, ici et maintenant, un énorme problème sanitaire. Nous sommes une métropole extrêmement polluée en termes de qualité de l'air et donc, bien évidemment, il faut agir sur les causes et parmi les causes, la circulation automobile. Il y a actuellement un débat, j'ai même une controverse au sein des élus métropolitains sur ce qu'on appelle la fermeture des voies sur berge, donc un tronçon de circulation parisien qui a été désormais interdit aux voitures. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que Paris nous montre la voie à suivre et que nous ne pourrons pas améliorer substantiellement la qualité de l'air si nous ne prenons pas des mesures draconiennes en termes de dégagement de polluants, notamment de particules fines, par la circulation automobile. Donc nous avons actuellement un énorme projet, un magnifique projet qui est porté par la Société du Grand Paris, mais auquel la métropole du Grand Paris participe, le Grand Paris Express. On va multiplier par 2 le nombre de kilomètres de transport en commun métro avec un grand métro métropolitain, le Grand Paris Express.
200 km de voies supplémentaires. Moi, je pense qu'en même temps, il va falloir qu'on traite 200 km au-delà des voies sur berge de Paris sur l'ensemble des voies autoroutières au milieu de la zone dense qui sont en train d'empoisonner une partie importante de la population. Donc c'est le boulevard périphérique, 35 km autour de la ville de Paris, un deuxième anneau, l'autoroute A86, et également une série de radiales. Je pense que quand on est en zone urbaine extrêmement dense, comme c'est le cas pour la métropole, l'autoroute ne peut pas être la même que lorsqu'on traverse la diagonale du vide ou des zones agricoles sans habitants. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec les autoroutes urbaines, qu'on en fasse des boulevards urbains, et ça c'est un énorme travail, je crois, de résilience, à la fois en curatif et en préventif. J'ajoute, et je terminerai par là, je reviens sur la COP. Est-ce que vous avez vu qu'au sortir de Marrakech, il y a une plateforme qui a été signée par 22 États pour la neutralité carbone à horizon 2050. Mais ce ne sont pas seulement 22 États qui ont signé, mais également 32 grandes villes et métropoles, et je crois 196 ou 197 ONG, grandes entreprises, etc. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des métropoles, et l'ère des métropoles, c'est un phénomène qui coïncide au rétrécissement des États-nations et à l'augmentation des flux métropolitains. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'affaire de tous, et le fait que cet engagement pour la neutralité carbone à horizon 2050 soit ouvert à des instances non étatiques et correspond parfaitement à l'ère du temps et à ce que nous faisons ici, ce que nous avons fait l'an dernier avec les 1000 maires réunis à l'époque de la COP 21. Il y a quelques mois, nous avons fait Cities for Air ici à l'Hôtel de Ville. Aujourd'hui, cette édition, demain à Séoul, je crois que c'est la voie de l'avenir, c'est que nous puissions échanger entre nous, évaluer régulièrement nos actions, parce que nous, en tant que métropole, nous portons aussi une part importante des solutions pour demain. Great, thank you. So, thank you very much. I want to turn it over to Sebastian Mayer, who's the responsible for resilience in the city of Paris, but has naturally been looking more broadly than that as he understands what the opportunities are. Tell us what the opportunities, what are the key opportunities? And before you answer, I just want to put Rudiger on notice. Rudiger, I'm going to go back to you for the end. Think about what city or cities you've seen have done this best, that Paris, Athens, any other cities out there, who does the best metropolitan governance that these guys can emulate? I'll let you think as Sebastian answers. Sebastian, what are the key opportunities for regional metropolitan resilience building here in Paris? Je peux essayer de répondre à cette question en apportant un point de vue technique, puisque la ville de Paris vient de terminer son évaluation préliminaire de résilience et a donc hiérarchisé les chocs et les stress potentiels pour son territoire dans les décennies à venir. Et cela va vraiment faire écho à l'intervention de Daniel Guéraud, parce que le premier risque qui a été identifié par toute une série d'analyses, d'ateliers, de workshops, c'est celui d'inégalités qui continueraient à se creuser, inégalités sociales, économiques, territoriales, culturelles, a fortiori dans un contexte sécuritaire, d'attentats terroristes, dans un contexte de crise migratoire, dans un contexte de crise du logement, de crise économique qui dure, et des inégalités qui continueraient à se creuser et qui auraient pour conséquence d'affecter la capacité du territoire à faire face à des chocs comme une canicule, une crue majeure ou un attentat. La logique de la ville de Paris, la colonne vertébrale de la ville de Paris en matière de résilience se résume presque en une phrase. Plus la société est soudée et solidaire, plus elle peut faire face à n'importe quel type de choc. Donc agir pour renforcer la cohésion, renforcer la solidarité au sein de la population, c'est agir pour la résilience. Bien sûr, on a identifié à Paris les mêmes risques que ceux que Daniel Guéraud vient d'évoquer. Le fleuve est un vecteur de résilience. La Seine, que tout le monde connaît, concentre à la fois le risque de choc majeur avec cette crue centennale ou millénale qui aurait des conséquences catastrophiques, mais aussi le stress climatique majeur qui est celui d'une raréfaction
programmé, prévu de la ressource en eau à terme si on ne fait rien dès maintenant. Des baisses importantes du débit de la Seine sur lesquelles nous devons travailler dès maintenant. Et bien sûr, la pollution de l'air, premier stress sanitaire aujourd'hui pour le territoire. La pollution de l'air, par exemple, en France, ça tue aujourd'hui 30 fois plus que l'amiante, 70 fois plus que les canicules. Donc il est effectivement urgent, dans une vision résiliente, de vraiment prendre ce problème à bras-le-corps. Il y a les questions climatiques, je n'y reviens pas, on en parle souvent, vous savez que Paris est assez en avance sur ce sujet, aussi bien sur des politiques en matière d'atténuation que d'adaptation au réchauffement climatique. Et puis ce bilan, cet état des lieux, il a eu une conclusion assez tranchée sur le fait que la plupart des réponses à ces différents stress trouveraient une crédibilité à l'échelle de Paris, certes, mais bien sûr à l'échelle de la métropole avant tout. Et l'enjeu de la gouvernance de la résilience est absolument fondamental pour parvenir à des actions concrètes et surtout efficaces. Et comme l'a dit Daniel Guiraud, cette métropole qui vient de naître, elle a des compétences extrêmement importantes, ou elle aura des compétences, puisqu'elles vont arriver au fur et à mesure, en matière de planification stratégique pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des 131 communes, dont Paris. Et pour donner quelques exemples, le schéma de cohérence territoriale va déterminer, devra être un document auquel devront se conformer tous les plans locaux d'urbanisme, par exemple. Le développement urbain va être planifié à long terme à l'échelle de la métropole. C'est la même chose pour un plan climat, air, énergie à l'échelle de la métropole, ou encore les questions de logement, d'hébergement, de prévention des inondations. Donc, à la fois, on dit souvent que cette métropole, elle est toute récente, elle est jeune, et parfois on dit qu'on est un petit peu en retard sur d'autres territoires qui ont su avancer plus vite sur ces questions métropolitaines. Mais en même temps, après une journée comme ça, on peut se dire aussi que c'est une opportunité historique pour que cette métropole naissante intègre des concepts de résilience et d'inclusivité dès le début, sur des programmations de long terme pour le bien-être des habitants et des territoires. Thank you, Sebastian. So, Rüdiger, you and the OECD have been looking at governance all over the world. Tell us, where should we draw inspiration from? Who are the 2 or 3 cities around the world, metropolitan regions, that actually get this right? I mean, it's... Hello? 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 Okay, so... I mean, the situation is a bit more complex than that, because I mean there is no single best model of metropolitan governance, because you always have very different local circumstances, you have a different history, you have a different culture, you have different things that are politically acceptable or not. So in a way, you need to always tailor your metropolitan governance situation to what you kind of like what your situation that you're in actually, and that's very important, because I mean if you're kind of like trying to do one size fits all and you kind of like take one and try to just impose it somewhere else, then this may very easily not work. And you also need to make sure that basically you get the buy-in of the local populations, because if you just put in the structure and nobody takes it serious, it's not going to be very efficient. Having said that, I mean there's some things, some features that we've seen in some places that I think are interesting. And I mean, this goes beyond the usual suspects. I mean, Barcelona, London, everybody's talking about that. But for example, I mean, one thing that's also very interesting is the experience of the MRDH, so that's the Metropoolregion Rotterdam-The Hague. And what's really remarkable there, that it's basically not the central government kind of like told them, look, you need to do this, but no, it was exactly the other way around. There the mayors came together and said, look, I mean, we have a problem here, we need to work together and we need to set up a structure. And this is, I think, is something which is very remarkable, and it's something that really deserves that people look at that. Another place that's very interesting to look at is actually Portland, and there what's interesting is basically, I mean, the structure of the metropolitan solution as such, but also the fact that there they have a direct election of basically the leader of the metropolitan area. Another example, which is also interesting, is certain places in Germany we have these what they call Metropolregionen, so it's called like more metropolitan regions. But what works there quite well in many of them is the transport
administrations, the transport associations that they're having. And in a place like Frankfurt Rhine-Main, for example, what also works quite well is the spatial planning initiative that they're doing at the scale more or less at the metropolitan level. And talking about spatial planning, you mentioned that. I think the Scots that France is having are also very interesting initiatives to kind of like achieve, a kind of like planning at a metropolitan level or at a coordinated level, even at a smaller scale. And I think that's some examples, some places where you look at. But basically, it's not that easy. There's 200 pages report, basically, if you want to have all the details, you can have a look there. Thank you. Thank you. I think it's interesting. I would have at least two of those. The Germany, I was thinking more of Hamburg, and also the Netherlands example are two that I often cite as some of best practice. We didn't coordinate or communicate that at all. It was totally coincidental. So, Mayor Comines. A last thing to add only. Of course. So every year during those last years, we are organizing on the 15th of December, the Athens Democracy Forum with the International New York Times, the United Nations Fund for Democracy, and a Greek newspaper. So this year, the topic will be cities and democracy, and we will have a special session on multi-level governance and metropolitan issues. That's in September of 2017. Yes, and you participate also 100 resilient cities in this session, yes. Thank you. So thank you. I think with that, we'll bring this session to a close. And now we will introduce Patrick Klugman, Deputy Mayor for International Relations of the City of Paris. Please, Patrick, good friend of ours, come. Thank you, Michael. Je vais donc, me revient le rôle délicat et difficile d'adresser quelques mots de conclusion à la place de Anne Hidalgo, qui a dû quitter l'hôtel de ville. Et donc, c'est une tâche difficile après toutes les sessions plénières, les ateliers, les restitutions qui ont eu lieu et toutes les personnes illustres qui m'ont précédé à cette place. Quelques mots cependant, pour vous dire que nous sommes convaincus ici à l'hôtel de ville que nous vivons un moment important. Comment sait-on que nous vivons un moment important? Alors bien sûr, il y a donc le moment dans lequel se situe ce sommet. Et ce moment est particulier, nous le ressentons tous. Il y a des mouvements très contradictoires, très contraires au niveau des politiques nationales, des mouvements que l'on peut qualifier d'angoissants, des États qui sont plutôt partis sur le chemin du repli. Ça, c'est sur le moment, si on doit décrypter la scène internationale au moment où nous parlons. Il y a le lieu. Le lieu, c'est l'hôtel de ville de Paris. Et le lieu, c'est aussi la ville de Medellín qui a, avant nous, créé ce sommet. Et ce lieu, ce n'était pas un sommet parisien, ce n'était pas un sommet municipal, ce n'est même pas un sommet de ville. Ce que nous avons essayé de créer ici, avec tous les co-constructeurs de cet événement, c'est un sommet international qui réunit des institutions, des villes, des entrepreneurs, des initiatives qui ne se croisent pas forcément toute la journée, qui ne se croisent pas habituellement, mais qui doivent converger si nous devons avancer sur ce qu'est la résilience et sur ce qu'est la croissance inclusive, tout simplement pour produire du bien-être et du sens dans l'environnement urbain qui est celui dans lequel va vivre de plus en plus l'humanité. Et je crois que nous pouvons dire que nous avons atteint ce premier objectif. Maintenant, ce que je voudrais dire en guise de conclusion des conclusions, et j'espère que personne ne viendra après moi faire une conclusion de la conclusion de la conclusion, c'est que ce moment doit être autre chose qu'un moment. Il doit trouver un cadre d'épanouissement plus large au niveau métropolitain, ça c'est pour nous à Paris. Il doit trouver un cadre d'épanouissement plus large en ayant d'autres éditions futures. Et hier également, nous avons, avec nos amis de l'OCDE, imaginé qu'il y ait une plateforme de discussion permanente des gouvernements locaux, notamment au niveau de l'OCDE, parce que la recherche, l'intelligence, les données qu'il y a là sont inaccessibles ailleurs et souvent inaccessibles pour des municipalités qui n'ont pas les services pour pouvoir les fournir par eux-mêmes. Donc nous devons
encore jusqu'à demain, savoir comment nous allons prolonger ce moment dans des initiatives concrètes et dans des rendez-vous qui vont continuer, prolonger et intensifier cette co-construction, ce fait que nous sommes chacun en train d'abandonner une part de ce que nous sommes pour inclure dans nos schémas de discussion, d'intelligence, d'autres parties prenantes. Et donc, je pense vraiment que ce que nous avons fait ici est important. Je salue d'ailleurs, j'ai en face de moi Carlos, qui est un des pères de ce moment. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'OCDE, la Fondation Rockefeller, la Fondation Ford, qui sont les grandes institutions avec lesquelles nous avons construit ce moment, avec tous les maires qui nous ont rejoints. Et vous savez ce que c'est pour un maire de se déplacer. C'est toujours très compliqué de ne pas être auprès de ses habitants dans sa ville. Nous avons eu plus de 50 maires qui étaient avec nous ici aujourd'hui. C'est dire que l'importance a été comprise par tout le monde et que donc nous avons l'obligation et le devoir de transformer cet essai, que ce moment devienne de l'action, que cette action devienne de la réflexion et que de ce sommet très local, peut-être nous réenchantions les nationales et internationales. Je vous remercie infiniment et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à rejoindre le cocktail à la Gaîté Lyrique. Merci.